Bonjour à tous. Alors pour cette séance de cours ici du jeudi matin 9 avril, je vous propose de terminer ce cours sur les forces centrales. En effet, je vous rappelle que mardi dernier nous avons étudié le cas particulier mais très important d'une énergie mécanique négative, d'accord, qui nous a permis d'étudier le mouvement elliptique des planètes, d'accord. Donc il s'agit d'un état lié, où on a mis en évidence le fait que l'énergie mécanique d'une planète en orbite elliptique autour du Soleil ne dépendait finalement que du grand axe 2A de l'ellipse. Et on a également estimé la vitesse d'une planète sur une orbite elliptique. Ça, c'était le cas, c'était le cours de mardi dernier, à savoir une énergie mécanique constante, négative, d'accord, tout en restant supérieure, ici strictement, à l'énergie potentielle effective minimale. Donc ça, je vous rappelle, on repart toujours de ce graphe d'énergie potentielle effective, afin d'étudier ici les différents cas d'études. Dernier cas, dernier paragraphe de ce cours sur les forces centrales, c'est le cas particulier, mais également très important, d'une énergie mécanique ici strictement égale à l'énergie potentielle effective minimale, K sur 2R0, d'accord. Et on remarque que dans ce cas-là, seule la valeur R égale R0, alors nous l'avions calculé comme étant égal, rappelez-vous, alors ça c'est pas à retenir, à moins mc carré sur K. Donc seule cette valeur R0 est possible et l'énergie cinétique radiale est nulle. Il s'agit également d'un état lié. Et rappelez-vous, on a admis que la trajectoire du point M, dans le cas où l'énergie mécanique ici est égale à l'énergie potentielle effective minimale, on a admis que cette trajectoire était circulaire de centre O, le centre de force attractif, et de rayon R0. On a également rappelé, souvenez-vous, que la constante des airs C égale R carré θ point tout instant. Elle impose une vitesse angulaire constante, le mouvement circulaire, et donc uniforme. Ça, il faut aussi l'avoir en tête. Alors ça, c'est le cas, finalement, ici, d'étude. Vous l'avez étudié l'année dernière en terminale S. Le cas du mouvement circulaire des satellites autour de la Terre. D'accord? Donc, allez, on va reprendre ça ensemble dans un cinquième paragraphe. C'est le dernier de ce chapitre sur les forces centrales. D'accord? Donc, après le mouvement elliptique des planètes autour du Soleil, on va étudier aujourd'hui, donc dans un cinquième temps, grand 5, voilà. Étude du mouvement, voilà, circulaire des satellites. Alors pareil, dans un énoncé, si on vous propose d'étudier un autre mouvement circulaire autour d'un autre centre de force, voilà, vous adaptez les démos que l'on va poser ici aujourd'hui, d'accord. Mais on va prendre ici le cas le plus courant, mouvement circulaire des satellites, puisque vous l'avez étudié la dernière, donc on sera relativement rapide, mais complet. Première chose que l'on va déterminer, que vous savez déterminer, ça c'est le programme de TS, à savoir la vitesse, voilà, du satellite sur son orbite circulaire. D'accord? Rappelez-vous ce racine de GMT sur R. Donc vitesse du satellite sur une orbite, voilà, circulaire. Bon. Alors, on va commencer par faire le schéma. Rappelez-vous, on a admis que dans le cas où l'énergie mécanique ici du satellite est égale au minimum d'énergie potentielle effective, on avait ici une trajectoire circulaire de centre O et de rayon R. Donc là, je vais peut-être légèrement modifier les notations, vous allez voir pourquoi. Donc toujours dans le plan, ici, cartésien, voilà. Ce que je vais faire, l'origine du repère, de ce repère, je notais T. En fait, T, ça sera le centre de la Terre. C'est vraiment, vous voyez, je vais prendre ici un point matériel. Ce point-là, d'accord, ça sera le centre de la Terre, T, d'accord, je vais faire simple. Et voilà ce que je vais faire, je vais représenter la trajectoire circulaire de rayon R0. Voilà, j'ai noté R0 pour bien montrer que le rayon, la trajectoire ici est bien constant, et cette constante est égale à R0. Donc on y va, on va représenter un cercle de centre T et de rayon R0. Alors pareil pour les cercles, je dois souvent m'y reprendre à plusieurs reprises. Donc ouais, bon, là, je pense que ça ira. D'accord? Donc on y va, on peut repasser ici, voilà. Voilà, ici. Donc là, trajectoire circulaire, ici, trajectoire gamma, en tiré, ici, voilà. Et sur cette trajectoire circulaire, voilà, je vais représenter ici la position, d'accord, du satellite de masse petit m, d'accord. Tout de suite, je vais poser une notation, je vais noter R0.
voyez, le rayon ici constant. Donc R0, pardon, voilà, du point T au point M, voilà, comme ceci. Mouvement et plan, vous savez qu'un repérage polaire s'impose, d'accord? Donc on va ici faire apparaître la base locale polaire. Donc le vecteur unitaire ER, on l'a dans le sens des rayons croissants, et θ ici perpendiculaire à ici ER, dans le sens du θ croissant. Alors bien sûr ici, arbitrairement, je vais orienter la trajectoire dans ce sens-là. Pour avoir également, vous allez voir une vitesse pure morte radiale dirigée selon Eθ. Bon, on y va. Donc il faut déterminer la vitesse du satellite ici. Donc c'est quelque chose de très simple puisqu'il s'agit en fait de poser la deuxième loi de Newton sur un mouvement circulaire de rayon ici R0. Vous voyez, changer, noter R0, le rayon, la trajectoire circulaire. Donc on y va. Le système étudié se réduit ici à un point matériel. C'est le centre de masse du satellite. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, on va assimiler ainsi le satellite, tout simplement. On le dira dans l'énoncé, dans tout l'énoncé, sera assimilé, voilà, à un point matériel, voilà, grand M, ici, voilà, de masse, petit m. Bon. Là, faire attention, ne pas utiliser le référentiel terrestre, mais le référentiel géocentrique. D'accord? Donc, bien préciser ici la différence. Ça, vous l'avez vu l'année dernière. L'étude est menée dans le référentiel, ici, non pas terrestre, mais géocentrique, supposé galiléen. Donc, référentiel géocentrique, le centre de la Terre, et dont les trois axes, rappelez-vous, vont pointer vers trois étoiles lointaines fixes. Donc, référentiel géocentrique, supposé galiléen. D'accord? Bon, bilan des forces. Bilan des forces, ici. Alors, le satellite, ici, sera soumis à l'unique force centrale, conservative, newtonienne, attractive, gravitationnelle. D'accord? De centre de force, T étant le centre de la Terre. Donc le satellite, oui, bon là je rédige complètement, d'accord? Le satellite soumis à, ici, une force centrale, conservative, d'accord, newtonienne attractive. Rappelez-vous, le point de départ, je suis reparti du graphe d'énergie potentielle, ici effective, d'une telle interaction, d'accord, newtonienne attractive, voilà, deux centres de force T, centre de masse de la Terre. Donc c'est le centre, ici, voilà, centre de masse de la Terre, centre de la Terre. Bon. C'est l'interaction gravitationnelle, c'est-à-dire qu'on va noter ici directement, ça c'est donc tel que, voilà, F, la seule force en présence elle est gravitationnelle, rappelez-vous, elle s'écrit sous la forme moins G, constante de gravitation universelle, masse du satellite, masse de la Terre, voilà, je vais mettre un M majuscule, M indice T, d'accord, divisé par la distance qui sépare centre de la Terre, centre du satellite, sa distance ici R0, donc R0 carré, selon ER. Donc ici, on vérifie bien que cette force centrale est bien attractive. D'accord? Interaction gravitationnelle. Voilà. Interaction gravitationnelle. Ok. Alors, oh, j'écris mal là, pardon. On va négliger les frottements. Ouais. Alors vous verrez même si dans certains exos on va les prendre en compte pour quantifier la diminution d'altitude sur plusieurs révolutions. Là dans ce modèle du cours on va les négliger, d'accord? On néglige les frottements, d'accord? Donc sauf mention explicite dans les TD, dans l'énoncé ou celui de concours, dans la plupart du temps on va les négliger. Mais sauf si on vous demande de les prendre en compte, évidemment on va les prendre en compte. On fera un exo dessus, juste après. Donc on va négliger les frottements. Donc l'argument que je peux invoquer, c'est que voilà, on va considérer des orbites basses, moyennes, hautes. Et là, pour des orbites basses, on va dire que ici, H, l'altitude H sera supérieure à 200 km. Donc je vais noter en fait altitude H supérieure à 200 km. Rappelez-vous cette notion d'altitude H. Bah, H, elle apparaît dans R0. Parce qu'en fait, R0, c'est les rayons de la Terre, plus altitude H du satellite. D'accord? Ça, on va noter après. Bon. Mouvement plan. Rappelez-vous, mouvement plan. D'accord? CF ici. Voilà. Conservation du moment cinétique du satellite. Ah, vous voyez, petite erreur.
Ici, je vais le corriger, vous voyez, on va évaluer par rapport au centre T. Donc là, c'est, voilà, vous voyez, petite erreur d'inattention. Donc là, vous évaluez par rapport au centre de force T, le moment cinétique du satellite. Donc faites attention, vous voyez, j'ai noté T, j'ai pas noté O. Bon, voilà. D'accord. Donc mouvement plan, repérage polaire s'impose. Mouvement plan, repérage polaire s'impose pour un mouvement circulaire de centre T de rayon R0. D'accord. Tel que, là, ça me permet de faire apparaître les grandeurs cinématiques associées. D'accord. À savoir, à chaque instant, le satellite ici est repéré ici par le vecteur position TM. Voilà. Le vecteur position TM, R0 selon ER. Voilà. Avec R0 est une constante. Je rappelle, ici, R0 est une constante, ici positive, c'est le rayon de la trajectoire circulaire. Ensuite, ça me permet d'extraire une information sur la vitesse instantanée du satellite. R0 est en constant, d'accord? Donc on aura ici tout simplement R0 fois la dérivée temporelle de ER, ça va vous donner R0, θ point Eθ, d'accord? Et je vais noter directement, vous voyez ce R0 θ point, la norme de la vitesse. Donc je note V, la norme du vecteur vitesse, que V instantané s'écrive égal à V selon Eθ. On retrouve le fait que la vitesse est purement orthoradiale pour un mouvement circulaire de rayon R0. D'accord? Et je continue, et je termine par l'accélération. J'en aurai besoin pour poser la deuxième loi de Newton. Vous voyez, ça fait un petit rappel. Alors ça, faites attention, un mouvement circulaire satellite, on verra dans le sujet des NAC, par exemple, le sujet simple de concours, c'est la base. C'est la base qu'il faut vraiment maîtriser. Vous voyez, on reprend des éléments cinématiques en coordonnées polaires, on va poser un PFD, vous voyez, c'est vraiment la base. On dérive une nouvelle fois ici le vecteur vitesse pour avoir le vecteur accélération. Qu'est-ce que l'on va obtenir? On va obtenir, rappelez-vous, ici du R0 θ point Eθ. D'accord? Donc R0 θ point Eθ, je rappelle ici R0 étant constant, moins R0 θ point carré ER. Et ça, rappelez-vous, grâce au fait que j'ai introduit V ici la norme du vecteur vitesse, ici, ça me permet d'écrire ici le R0 θ point comme étant, voilà, la dérivée temporelle de la norme du vecteur vitesse selon Eθ. Et ce R0 θ point carré, ça c'est V carré sur R0. Moins V carré, sur R0, le tout selon ER. Alors, là vous ne l'avez peut-être pas vu, je répète. Donc là, R0 θ point, c'est la dérivée temporelle de la norme du vecteur vitesse selon Eθ. Et après, je fais apparaître moins V carré sur R0. D'accord, V carré sur R0 selon ER. Ça, c'est ER, vous l'aurez deviné. J'aurais écrit R0 θ point carré comme étant un V carré sur R0. Bon. Voilà, on pose le principe fondamental de la dynamique dans le référentiel géocentrique supposé galiléen, à savoir masse du satellite fois son accélération est égale ici à la seule force en présence qui est gravitationnelle. D'accord? Voilà. Donc, ici, rappelez-vous, dans le repérage polaire, qu'est-ce qu'on va obtenir ici? Voilà, on va obtenir M. Ici, accélération, on a une composante en moins V carré sur R0ER, une composante orthoradiale en dV sur dt. D'accord? Égale à quoi? L'interaction gravitationnelle n'a de composante que selon ER, de la forme moins G, MMT sur R0 carré. Pas de composante ici orthoradiale pour la force. D'accord? Voilà. Donc on obtient finalement un système de deux équations. Je réécris juste là. Voilà. Donc on va simplifier ici, vous voyez, par la masse M. Là, on peut simplifier par la masse M qui apparaît. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir ici, donc en multipliant par moins 1 les deux membres, donc selon ER, première équation du système, on va obtenir le fait que V carré sur R0, d'accord, égale ici G MT sur R0 carré, première équation, première information. Deuxième et dernière information, dV sur dt, ici égale à 0. Je simplifie par M. Ici, la masse du satellite. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que la masse du satellite, vous allez voir, elle n'intervient pas dans le résultat final. Bon, ça tout de suite. Voilà. Qu'est-ce qu'on va tirer de cette information? Rappelez-vous, c'est-à-dire qu'au cours du temps, la norme du vecteur vitesse ne varie pas. Le mouvement est donc circulaire uniforme. Mouvement circulaire uniforme. Alors ça, on le retrouve par le PFD.
on le retrouve par projection du PFD selon Uθ. Vous allez me dire, il y avait une autre façon de le retrouver. Je l'ai dit en introduction. En effet, autre façon de le retrouver, la constante des airs. Peut-être remarqué ici en remarque. La constante des airs, rappelez-vous, c'est égal R carré θ point. Alors ici, on va l'écrire comment? On va l'écrire sous la forme R0 carré θ point égale une constante. D'accord, mouvement circulaire de rayon R de t égale R0. D'accord, nous assure le fait que finalement, ici, la constante des airs permet de retrouver ici, voilà, le caractère uniforme du mouvement circulaire. Permet de retrouver le mouvement circulaire uniforme. D'accord? Voilà. Là, on l'a retrouvé, vous voyez, en projetant le PFD selon Eθ. Bon. Ensuite, première info. Deuxième information, elle intervient ici. Bon, je vais peut-être pas écrire ici parce que je ne vois pas assez de place. Là, on va avoir l'information sur, sur la vitesse. Voilà, la norme du vecteur vitesse, on l'obtient ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier par R0. Voilà, je simplifie par R0, vous voyez, le résultat il est immédiat, en mesure où V, ici directement, égale ici racine carrée de GMT sur R0. D'accord? Voilà, donc conclusion, ici, vitesse, la norme positive. Donc ici, on retrouve, voilà, d'où, en dessous, voilà, V égale racine de G, constante de gravitation universelle. Voilà, la masse de la Terre qui est également une constante, je vous rappelle de l'ordre de 10 puissance 24 kg, divisé par R0, le rayon ici supposé constant de la trajectoire ici circulaire. D'accord? Voilà, racine de, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que à R0 fixé, R0 fixé, cette vitesse est une constante. C'est-à-dire qu'ici, la vitesse est constante, on a ici GMT-R0, 3 termes constants. D'accord? Et surtout, cette vitesse, vous l'avez vu l'année dernière, pardon, c'est important de le noter, cette vitesse, elle est indépendante de la masse du satellite. Ouais, indépendante de la masse petit m du satellite. D'accord? Ça, c'est un résultat qui est très important, c'est-à-dire que la vitesse, elle ne dépend finalement, la vitesse satellite, elle ne dépend que de l'orbite, considérée. D'accord? Alors justement, souvent on fait apparaître, ici, je l'ai dit tout à l'heure, le fait que vous voyez cette distance R0, de centre à centre, donc R0 centre de la Terre, centre du satellite, c'est R0 c'est le rayon de la Terre plus l'altitude. D'accord, ça également vous connaissez. On pose souvent le fait que R0 c'est le rayon de la Terre plus H, d'accord, où H est ce qu'on appelle l'altitude du satellite. Voilà, pour réécrire. Alors, pour écrire quoi? Pour écrire la vitesse du satellite sous la forme, tout simplement, V égale racine de GMT sur RT plus H. D'accord? Voilà. Racine de GMT sur RT plus H. Pareil ici, c'est une constante à H fixée. D'accord? C'est-à-dire que la vitesse du satellite ne dépend que de l'orbite, que de l'altitude sur laquelle on veut placer le satellite. D'accord? Voilà. Donc la seule variable, enfin entre guillemets potentielle, voilà, c'est le H, d'accord, l'altitude, voilà, sur laquelle vous placez votre satellite. Et d'ailleurs, ça me permet ici, à la suite d'aborder quelques notions d'orbitographie, d'accord, quelques notions d'orbitographie, voilà, très bien. Alors, en fait, on distingue trois types d'orbites en général, des orbites basses, moyennes et hautes, selon la valeur de H. D'accord? Donc on va commencer ici par voilà, des orbites basses. Donc des orbites basses, qu'est-ce qu'on appelle ici orbite basse? En fait, alors ça c'est un complément culturel. Des orbites basses, alors c'est un ordre de grandeur, ici grossièrement. Généralement, on prend une étude H comprise entre 200 km et 2000 km. Voilà. Alors ça c'est une orbite basse qui est vraiment très utilisée par les satellites artificiels. D'accord? Une orbite qui est vraiment très utilisée par les satellites. Ouais. Exemple, on l'a vu en TD, mardi après-midi, c'est le cas de l'ISS. Ouais, la Station Spatiale Internationale. Rappelez-vous, on est ici à
H de l'ordre de 400 km. D'accord? Station spatiale internationale. Alors, vraiment, les points positifs, hein, quels sont les avantages d'une orbite basse? La mise en orbite est peu coûteuse. Elle est moins coûteuse que ne l'est une orbite haute. Donc, mise en orbite peu coûteuse. Mise en orbite peu coûteuse. Communication avec la Terre sont simples et rapides. Donc, les communications avec la Terre, ici, sont simples et rapides. Ouais. Et surtout, on est proche de la Terre, relativement proche de la Terre, donc ça permet d'optimiser la résolution des instruments embarqués. Ouais. Donc, optimisation, voilà, de la résolution des instruments, à dire embarqués. Voilà. Des instruments embarqués. Donc ça, c'est pour, par exemple, pour la météo, l'imagerie, d'accord? Voilà. Par contre, un point négatif, hein, que l'on peut noter, c'est la faiblesse de la zone couverte. Par contre, on a une faible zone, comment dire, du globe terrestre qui sera couverte. Faible zone du globe terrestre qui sera couverte par un satellite placé en orbite basse. Donc forcément quelques inconvénients. Ensuite, après les orbites basses, on trouve ce qu'on appelle des orbites moyennes. Des orbites moyennes. Ouais. Donc là, pareil, hein, voilà, donne un encadrement de latitude H. Hein, alors, c'est pas à prendre ici strictement. Hein. Donc, on considère qu'entre 2000 km et 36 000 km inclus, ouais, on inclut les géostationnaires dedans. D'accord? Entre 2000 et 36 000, on a des orbites moyennes. Alors ça, c'est le cas des satellites de navigation et de télécommunication. D'accord? Donc ça, je vais être plus rapide. C'est le cas des satellites de navigation. Voilà. De télécommunication. Et à 36 000 km, vous avez peut-être reconnu hein, cette valeur, vous avez rencontré la dernière, c'est le cas des satellites géostationnaires. Donc, famille de satellites bien particulière que l'on va étudier hein, en toute fin de ce paragraphe. D'accord? Et on termine, il reste un tout petit peu de place ici en bas de ma page. L'orbite haute. Les orbites hautes, ici. Voilà. Alors, ces orbites hautes, bon, une altitude H supérieure à 36 000 km. Voilà. Ça, globalement, hein, visuellement, c'est réservé aux satellites militaires. Donc, voilà, orbite haute. Donc, au-dessus de tout le monde. Pour les satellites militaires. Bon. Voilà. Donc, quelques notions d'orbitographie, hein, vous voyez, en complément. C'est un complément culturel. Pardon, je vais recentrer ici. Ma feuille est un peu bougée. Ce qu'il faut vraiment retenir, ce qu'il faut vraiment savoir faire, c'est, voilà, appliquer la deuxième loi Newton sur la trajectoire circulaire du satellite pour retrouver cette vitesse. Vous voyez cette vitesse en racine de GMT sur R0, où R0 vaut RT plus H. D'accord? Bon. Une fois qu'on a la vitesse du satellite sur une orbite circulaire de rayon R0, là on peut passer à pas mal de caractéristiques. C'est-à-dire qu'il y a des choses voilà, qui vont en découler, qui vont finalement lui succéder. C'est-à-dire qu'une fois on a cette vitesse V, on peut établir ce qu'on appelle la première vitesse cosmique, une vitesse de libération, la deuxième vitesse cosmique ou la vitesse de libération, la période de révolution du satellite, ainsi que l'énergie mécanique d'un satellite en orbite circulaire. Donc une fois que vous avez ça, finalement, il y a plein de questions qui vont suivre hein, finalement cette vitesse du satellite sur une trajectoire ici circulaire. D'accord? Donc là, on va passer ensuite à un deuxième temps, ce qu'on appelle la vitesse de satellisation, c'est la première vitesse cosmique. Donc ça sera le petit 2, d'accord? Donc petit 2 ici de ce paragraphe, toujours en étude des satellites. Petit 2 ici. Première vitesse cosmique. Première vitesse cosmique. Voilà. Ou ce qu'on appelle une vitesse de satellisation. Voilà. Première vitesse cosmique ou vitesse de satellisation.
Alors, comment définir cette vitesse de satellisation? D'accord? Ici, bah, c'est le cas particulier finalement d'un satellite en orbite rasante autour de la Terre. C'est-à-dire que voilà, là, une orbite rasante autour de la Terre, qu'est-ce que c'est? L'orbite est qualifiée de rasante lorsque l'altitude h, ou l'altitude h précédente, hein, où on a distingué orbite basse, moyenne et haute, et lorsque l'altitude h est négligeable vraiment devant le rayon de la Terre, et dans ce cas-là, l'orbite sera circulaire de rayon R0 de l'ordre de RT. Parce que je vous rappelle, R0 c'est RT plus H. Si H est négligeable devant RT, il ne restera que R0. Et dans ce cas-là, on va réexprimer la vitesse du satellite sur une telle trajectoire de rayon RT, et on aura ce qu'on appelle la vitesse de satellisation. D'accord? Donc définition, on va le noter, hein. Ça peut paraître obscur quand je le dis comme ça. Ouais. Là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans un cas particulier. On est dans le cas d'un satellite. Vous voyez, dans le cas d'un satellite, ici, en orbite rasante autour de la Terre. En orbite rasante autour de la Terre, et j'insiste sur orbite rasante autour de la Terre, c'est-à-dire, voilà, une orbite rasante est telle que, voilà, l'attitude H du satellite soit négligeable devant le rayon de la Terre. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête, c'est-à-dire H négligeable devant RT. Dans ce cas-là, l'orbite est circulaire de rayon elle reste circulaire. Hein. Le rayon, que j'avais noté R0, sera de l'ordre de quoi? Bah, de l'ordre du rayon de la Terre. Voilà. Donc circulaire de rayon R0 environ égal à RT. Alors pourquoi? Je vous rappelle très rapidement le fait que voilà, R0 est défini par RT plus H. Si H est négligeable devant RT, forcément il ne va rester que le rayon de la Terre. Je vous rappelle, le rayon de la Terre, 6380 km. Bon. Et dans ce cas-là, voilà, la vitesse de satellisation, bah, c'est la vitesse du satellite sur une orbite circulaire de rayon R0 environ égal à RT. D'accord? Donc la vitesse de satellisation, est alors définie par la vitesse du satellite sur une orbite circulaire de rayon R0 égale RT. Donc V, ici, je notais VSAT pour vitesse de satellisation, ou également appelée première vitesse cosmique. Bah, c'est la vitesse du satellite lorsque, ici, on aura R0, alors je vais noter égal à, ici, égal à RT, d'accord? Si j'applique la relation précédente, j'aurai racine, le numérateur ne change pas, j'aurai racine de GMT, le R0 devient RT. Alors ça c'est bien, parce que ça, on peut le calculer. Ça, c'est indépendant de H. On connaît G, je vous rappelle, 67 10-11. Ça, c'est de l'ordre de... Enfin, c'est environ 6 puissance 24 kg. 6380 km. Ça, alors l'ordre de grandeur, vous voyez, il faut le connaître. C'est-à-dire que là, vous voyez, je vais donner ici, voilà, à deux chiffres significatifs, la valeur, on est à 8 km par seconde. Voilà. Alors, il faut savoir la calculer, savoir la retrouver. Et pardon, excusez-moi, oui, et savoir, voilà, donc la retrouver, la calculer et la connaître. Alors ça, je l'obtiens comment? Je rappelle ici, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être, peut-être pas. La masse de la Terre, allez, on va prendre à 6, 10 puissance 24 kg. Rayon de la Terre, on le prend à 6380 km. D'accord? La constante de gravitation universelle, hein, ici 67, 10 puissance moins 11. Bon. Ça, c'est 8 km par seconde. Bah, ça fait quand même, on va donner ici au-dessus, si on convertissait à une unité plus simple, plus usuelle, on va dire en km par heure, si on convertit des 8 km par seconde, c'est déjà énorme en km par heure, ça fait environ 30 000 km par heure. Hein. Ça fait 30 000 km par heure. 30 000 km par heure. Bon. Et en fait, cette vitesse de satellisation, hein, qui est égale à 8 km par seconde, bah, il faut savoir que c'est la vitesse minimale qu'il faut donner à un satellite pour le mettre en orbite basse autour de la Terre. Et si la vitesse que vous communiquez initialement au satellite est inférieure à cette valeur, le satellite retombe sur Terre. D'accord? C'est-à-dire que là, c'est très important. Là, vous définissez une vitesse de satellisation par une vitesse du satellite sur une orbite circulaire de rayon RT. Voilà, ça vous savez calculer. Maintenant, interprétation. On va noter en dessous, ou même dans la définition également. Il s'agit alors
Donc il s'agit, voilà, de la vitesse minimale. Il s'agit, c'est bon, tout le monde voit, de la vitesse minimale. Peut-être écrit un peu plus grand. Ouais. Ici, qu'il faut communiquer à un satellite. Oups. Qu'il faut communiquer à un satellite pour le mettre en orbite basse autour de la Terre. Pour le mettre en orbite, ici, autour de la Terre. Voilà. Donc, interprétation de cette vitesse de satellisation, c'est la vitesse minimale qu'il faut communiquer à un satellite pour le mettre en orbite autour de la Terre. Dans le cas où on néglige ici, évidemment, les frottements de l'atmosphère. Hein, d'accord? Cas idéal. Bon. Un petit réglage de caméra. Voilà. C'est-à-dire que si la vitesse que vous communiquez est inférieure à Vsat, on va dire que grossièrement, voilà, le satellite, voilà, retombe ici sur Terre. Une fois qu'ils sont sur une orbite basse, hein, circulaire, voilà, le mouvement étant circulaire uniforme, la norme de la vitesse ne change pas. Bon. Voici la définition de la première vitesse cosmique ou vitesse de satellisation. D'accord, on vous demande souvent de la retrouver, de la calculer. Voilà, 8 km par seconde, c'est énorme, hein, et environ 30 000 km par heure. Voilà. Deuxième notion qui est liée à cette vitesse, hein, racine de GMT sur R0, du satellite sur son orbite circulaire d'horizon 0, bah, c'est la période de révolution du satellite. Ouais, donc troisième temps, ce qu'on vous demande souvent de retrouver, d'accord, c'est la période de révolution ici du satellite. Voilà, période de révolution de satellite. Alors, c'est quoi une période de révolution et non pas une période de rotation, d'accord? Je vous rappelle ici, dans la plupart des problèmes, le centre de force, hein, ici le centre de la Terre T, on va négliger ce mouvement de rotation propre. Là, c'est la période de révolution du satellite, c'est-à-dire qu'il s'agit du temps nécessaire, on va le noter. Il s'agit du temps nécessaire au satellite pour parcourir la trajectoire circulaire, parcourir, ça se voit, parcourir la trajectoire circulaire de rayon R0, donc de circonférence, allez, ne vous trompez pas, la circonférence ici, une trajectoire circulaire de rayon R0, de circonférence de pi R0, d'accord, de circonférence de pi R0, à la vitesse constante, oui, hein, donc circonférence de pi R0 à la vitesse constante, on l'a montré, d'accord, mouvement circulaire uniforme, trajectoire circulaire de circonférence de pi R0, bah c'est fini. La vitesse, je rappelle, ici, racine de GMT sur R0. Alors ça, on va essayer de faire 2 exos de TD à la suite. Ça, on va pas à chaque fois le redémontrer. On vient de le faire en cours. Il faudra avoir la démo en tête. D'accord, projeter le PD selon ER, Eθ. D'accord, ben, cette durée, ici, cette durée, donc cette période de révolution, est notée comment? Ben, c'est T, est tel que T égale ici à distance parcourue, donc circonférence, périmètre du cercle de pi R0, divisé par la vitesse qui est constante. Voilà, tout simplement. Ne vous trompez pas, une durée de trajet, c'est bien ici le rapport d'une distance parcourue sur une vitesse. Ça, c'est vrai si la vitesse est constante. La vitesse ici, elle est constante. Donc, je peux faire directement appliquer cette relation en niveau collège. Une durée, c'est bien une distance parcourue divisée par une vitesse, parce que la vitesse ici est constante. Bon, vous voyez, dans la vitesse V, j'ai une racine. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lever au carré les deux membres de l'équation. D'accord? Donc, c'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que l'on va faire? Bon, on va dire que T carré, c'est quoi? C'est 4pi carré, R0 carré, sur V carré. Ok. Et V carré, ça sera GMT sur R0. C'est-à-dire qu'ici, on aura 4pi carré, R0 carré, je divise par V carré, ça revient divisé par GMT, d'accord? Le R0 revient au numérateur, et là, vous retrouvez quoi? 4pi carré, R0 cube sur GMT. Ah bah tiens,
4 pi carré sur GMT. T carré, R0 cube. Vous me voyez venir? C'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben, on retrouve finalement la loi des périodes de Kepler, 1618. D'accord? Si vous faites le rapport T carré sur... Ah, attention, ici, c'est pas A cube. Il n'y a pas de demi-grand axe de l'ellipse. Là, c'est simplement le rayon R0 de la trajectoire circulaire. Donc, T carré sur R0 cube, T carré sur R0 cube, égale, on retrouve, vous voyez, on retrouve T carré sur R0 cube égale 4 pi carré sur GMT. D'accord? Où MT est la masse du centre de force, masse de la Terre, ici, qui est bien supérieure à la masse du satellite. Et ça, c'est constant. D'accord? Voilà, T carré sur R0 cube égale une constante. Cette constante vaut 4 pi carré sur GMT. Et on retrouve bien le produit GMT, G fois la masse du centre de force. Donc, on retrouve la loi des périodes de Kepler, 1618, je vous rappelle les deux premières, 1609, la troisième 1618, grâce à l'application, tout simplement, vous voyez, grâce à l'application du PFD sur une trajectoire circulaire de rayon R0. C'est le cas le plus simple, hein. C'est vraiment le cas le plus simple. D'accord? Donc là, on retrouve, voilà, la loi des périodes de Kepler par simple application du PFD sur une trajectoire circulaire de rayon R0. D'accord? Voilà. Bon, question classique, hein. Voilà, on vous demandera souvent d'établir l'expression de la période de révolution du satellite sur une orbite circulaire de rayon R0. D'accord? C'est finalement, vous demandez de retrouver cette troisième loi de Kepler. Bon. Bien. Ça, c'est pour la période de révolution du satellite dans un troisième temps. Quatrième temps, voilà. Ce qu'on vous demande souvent à la suite, c'est d'estimer l'énergie mécanique du satellite en orbite circulaire. Donc, on y va. Quatrième temps, énergie mécanique du satellite, toujours en orbite circulaire. Et toujours, dans cette hypothèse, on néglige les frottements. D'accord? Voilà. Alors, on y va. C'est-à-dire qu'à tout instant, on peut définir ici une énergie mécanique, donc soit une énergie mécanique du satellite évaluée dans le référentiel géocentrique. Attention, supposé galiléen. L'énergie mécanique, somme d'une énergie cinétique et d'une énergie potentielle. D'accord? Et ça, voilà, on écrit, ça vous le savez faire. Donc c'est 1/2 de m v carré. D'accord? Voilà. Je ne développe pas ici v carré. L'énergie potentielle ici, gravitationnelle. Qu'est-ce que c'est? Bah ça, finalement, c'est, voilà, rappelez-vous, c'est moins g, mmt, sur R0. Attention, ne mettez pas de carré pour énergie potentielle. Hein. Ça, c'est du K sur R0. Hein. D'accord? L'énergie potentielle des champs newtoniens. Et là, on n'oublie pas, ici, la constante. On a un système conservatif. Donc voilà l'expression de l'énergie mécanique, d'accord, qui est constante à tout instant. Et ça, ça vous donne l'intégrale première du mouvement. Bon, sauf qu'ici, on connaît la vitesse. On connaît la vitesse du satellite. Donc avec, j'avais noté V, je crois tout simplement. J'ai pas noté V de M. Bon, allez. Donc avec, ouais, c'est vrai, j'ai noté V. Donc V, la norme du vecteur vitesse. Ouais, j'avais noté ça en fait, ouais. Bon, donc avec V, j'ai noté V. Donc c'est V de M. C'est racine de GMT sur R0. D'accord? Donc on obtient une énergie mécanique ici qui va s'exprimer sous la forme. Donc énergie mécanique du satellite égale, ici, on y va, donc 1/2 de M, GMT sur R0 moins G MMT sur R0. Bon, ça c'est facile. On a le même terme, alors on a A1/2 moins 1. A1/2 moins 1, ça fait, attention, moins 1/2. Donc moins 1/2 de G, d'accord, MMT sur R0. On réécrit en dessous, voilà, ça je pourrais l'encadrer. C'est-à-dire que là, on vient de montrer très simplement, alors ça c'est une question de tiroir, hein. Il faut avoir obtenu l'expression de la vitesse satellite, hein, racine de GMT sur R0 pour avoir l'énergie mécanique. Question de tiroir, mais très simple. Donc on trouve que l'énergie mécanique du satellite en orbite circulaire de rayon R0, elle vaut moins 1/2 de G
GMT sur R0. Terme positif, avec le signe moins, on retrouve voilà, une énergie mécanique strictement négative. On retrouve la condition d'état lié. 1. D'accord? Donc là, on retrouve la condition d'état lié, d'accord, d'un champ newtonien attractif. Et surtout, on retrouve quoi? On retrouve le fait que, deuxième info supplémentaire, c'est que l'énergie mécanique du satellite en orbite circulaire, alors ça vous voyez, hein, le moins G MMT, ça c'est quoi? Bah ça c'est la constante K qu'on a posée en grand 3, donc ça c'est K sur 2R0, et K sur 2R0 c'est quoi? Bah ça c'est l'énergie potentielle effective minimale. Ça c'est l'énergie potentielle effective minimale, donc énergie potentielle effective prise en R égale R0. D'accord? Et là, attention, ne perdez pas de vue, hein. L'énergie potentielle effective, c'est la somme de l'énergie potentielle réelle d'interaction à laquelle on va ajouter l'énergie cinétique orthoradiale. D'accord? Voilà. Donc, première chose, voilà, vous injectez l'expression de la norme du vecteur vitesse pour obtenir une énergie mécanique en moins 1,5 GMT sur R0. Énergie mécanique négative, donc ça, ne l'apprenez pas. Hein. Ça, sachez le retrouver assez rapidement, sans erreur de signe. Et là, ça permet de conforter les résultats précédents. Donc ça concorde avec, ici, le troisième paragraphe, avec le grand 3. D'accord? Ensuite, il y a quelque chose de très important. Là, dans ce cas particulier, mais très important, d'une orbite circulaire de rayon R0, est-ce que vous voyez que finalement, l'énergie mécanique, voilà, un signe moins près, bah, c'est la même forme que l'énergie cinétique. Donc là, ce que vous voyez par identification, que l'énergie mécanique est égale mais opposée à l'énergie cinétique. Déjà. Et autre chose, est-ce que vous voyez également que l'énergie mécanique, c'est finalement, à un facteur 1,5 près, la même chose que l'énergie potentielle. Alors ça, c'est important, non? C'est un théorème important, théorème du viriel. D'accord? Donc là, ici, voilà, il apparaît une relation entre les trois grandeurs énergétiques. Vous voyez, c'est quelque chose ici d'assez remarquable. D'accord? Ben, il apparaît le fait que l'énergie mécanique du satellite, à tout instant, est égale mais opposée à l'énergie cinétique. D'accord? Énergie mécanique qui est également égale à tout instant à 1,5 de l'énergie potentielle gravitationnelle. D'accord? Ça, on peut réécrire sous la forme d'une seule équation, c'est-à-dire que, est-ce que tout le monde voit que 2EC plus EP égale à 0? C'est-à-dire qu'à chaque instant, 2EC plus EP de M dans R égale à 0. Alors ça, on vous demande de le retrouver. C'est ce qu'on appelle le théorème du viriel. Théorème, j'écris en majuscule, viriel. D'accord? Voilà. Donc ça, notamment dans l'exercice numéro 10, hein, pour un satellite soumis à des frottements. D'accord? Donc vous voyez, résultat très simple, mais qui permet d'avoir une information ici sur l'énergie mécanique. D'accord? Donc voilà, une relation valable à tout instant. Ça, d'accord? Ça, c'est également, d'accord? Autrement dit, je peux marquer ici, autrement dit, ben, cette relation qui est valable à chaque instant, elle peut se traduire en termes de variation entre deux états, c'est-à-dire que finalement, la variation d'énergie mécanique, vous voyez, autrement dit, hein, je vais reformuler ici cette équation, autrement dit, les variations d'énergie mécanique sont égales mais opposées aux variations d'énergie cinétique. Et ces mêmes variations d'énergie mécanique, en fait, elles sont liées aux variations d'énergie potentielle à un facteur de près. D'accord? Delta variation. Donc ça, c'est énergie mécanique finale moins énergie mécanique initiale. Ok? Bon. Théorème du viriel, qu'on vous demandera de retrouver. Donc là, pareil, dans l'exercice, on ira quand même beaucoup plus vite, hein, sachant qu'on a quand même le cours en tête. Et on l'a sous les yeux. Bon. Donc là, après la période de révolution du satellite, l'énergie mécanique du satellite sur une orbite circulaire, là, on peut ensuite définir ce qu'on appelle la deuxième vitesse cosmique, ou qu'on qualifie également de vitesse de libération. À ne pas confondre avec la vitesse de satellisation qu'on a vu il y a 10 minutes. D'accord? Vitesse de satellisation, c'est la première vitesse cosmique. L'ensemble, dans un cinquième temps,
on va ici, voilà, étudier, je vais vous présenter la deuxième vitesse cosmique, ou ici, vitesse de libération. Donc petit 5, deuxième vitesse cosmique, voilà, ou vitesse de libération. Voilà, vitesse de libération. Bon. Alors, définition, pareil. Définition à connaître et à ne pas confondre avec la vitesse de satellisation, hein, vitesse minimale, ici qu'il faut d'un satellite pour le mettre en orbite, on va dire autour de la Terre, donc, au cas où négligé fortement. Là, il s'agit de la vitesse minimale nécessaire pour quitter, pour s'affranchir de l'attraction gravitationnelle de la Terre à partir du sol. D'accord? Donc là, définition, il s'agit de la vitesse, ici, minimale, nécessaire. Donc pareil, hein, c'est une vitesse seuil minimale à partir de laquelle voilà, on sera dans un état en fait de diffusion. Hein. Donc vitesse minimale nécessaire pour quitter l'attraction gravitationnelle, pour quitter l'attraction gravitationnelle. Donc là on cherche à s'affranchir, pardon, à quitter l'attraction gravitationnelle ici de la Terre, sachant qu'on place ce satellite au sol, donc à partir du sol. Voilà, on est au sol et on cherche la vitesse à communiquer au satellite pour qu'il s'affranchisse de l'attraction de la Terre. C'est-à-dire que là, en fait, il faut placer, voilà, si on veut quitter l'état lié, quitter la trajectoire bornée, il faut placer le satellite dans un état de diffusion. Voilà. Il faut passer d'un état lié à un état de diffusion. Donc état de diffusion, tel que, je vous rappelle, les états de diffusion, j'ai plus d'encre, on va changer de stylo, donc un état de diffusion ici, alors est-ce que j'en ai sous la main, ouais, donc un état de diffusion, tel que l'énergie ici mécanique, l'énergie, donc la diffusion, pardon, voilà, l'énergie mécanique, rappelez-vous, pour un état de diffusion, il faut que l'énergie mécanique du satellite soit supérieure ou égale à 0. Je vous rappelle, énergie mécanique nulle, état de diffusion, trajectoire parabolique. Énergie mécanique strictement possible, état de diffusion, trajectoire non bornée, trajectoire ici hyperbolique. Bon. Donc en fait, c'est ici directement la vitesse et donc l'énergie hein, qui permet au système de s'éloigner à l'infini de son point de lancement, c'était sur Terre. Hein. Le point de lancement, il est au sol, il est sur Terre, pour la vitesse de libération. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors il y a deux points de vue, des approches qui sont complémentaires. Soit on part de cette inéquation-là, ou soit où on traduit la conservation. C'est bien également de savoir traduire la conservation de l'énergie mécanique du satellite, d'accord, entre le sol terrestre, ou le rayon R0, ou le R0 rayon de la Terre, la vitesse V libre qu'on doit communiquer initialement, et un point infiniment éloigné de la Terre, où la vitesse est égale à 0. On se place dans le cas limite où la vitesse à l'infini tend vers 0, voire même nulle, on est dans le cas d'une trajectoire parabolique. D'accord? Donc on peut traduire, voilà, on y va, on va traduire la conservation. Donc on peut traduire la conservation de l'énergie mécanique. Conservation de l'énergie mécanique du satellite. D'accord? Donc conservation de l'énergie mécanique du satellite. Entre voilà, comme j'ai dit, le point de lancement, entre le point de lancement qui est situé au sol, donc conservation de l'énergie mécanique, hein. Donc le point de lancement, il est au sol, alors tel que finalement on est R0, RT, et la vitesse, ça sera la vitesse de libération, V libre. Ah tiens, V libre, la vitesse de libération. Donc conservation entre ce point de lancement situé au sol et un point infiniment éloigné et un point infiniment. Ça va pour tout le monde? Ça c'est infiniment éloigné de la Terre. Donc un point infiniment éloigné de la Terre, ici. Tel que
Bah, le rayon R, ici, alors R, 0 tend vers plus l'infini, dans ce deuxième cas. Et surtout, vous voyez, on va le prendre le cas limite où la vitesse, ici, il va tendre, vers 0. vers 0. On est dans le cas limite, vitesse qui tend vers 0, donc cas limite. Donc cas limite d'une vitesse à l'infini nulle, donc ce sera bien une vitesse minimale qu'on va devoir imposer au sol pour avoir une vitesse nulle à l'infini. Bah, c'est le cas limite de la trajectoire, rappelez-vous, parabolique. Alors ça, faut en être bien conscient. Ça, on va le voir dans les équations. Hein. Si la vitesse tend vers 0, si R0 tend vers plus l'infini, à la fois l'énergie cinétique tend vers 0, et également ça, c'est à travers le fait que l'énergie potentielle et gravitationnelle va tendre vers 0. Donc que l'énergie mécanique, elle tend vers 0 en plus l'infini. C'est bien caractéristique d'une trajectoire ici parabolique. Et ouais. Donc ça, on y va. On va l'écrire, on va le retrouver dans nos équations. Hein. Donc ça, on pose proprement l'énergie mécanique, ici, du système. Hein. Voilà. Vous savez... Alors, ouais, parce que là, ça va faire un peu brouillon, excusez-moi. Là, directement, on va trouver la conservation entre deux points. J'ai pas besoin d'écrire ça, hein. Pas besoin d'écrire EM égale. Voilà, parce qu'on l'a écrit tout à l'heure. Sinon, on va perdre un peu de temps. D'accord, excusez-moi. Voilà. On va écrire tout simplement, on reprend, bah, énergie cinétique au sol. Donc, 1,5 de M. La vitesse au sol, c'est V lib au carré. Ça va? Donc, je ne réécris pas énergie mécanique égale 1,5 de mv carré moins g mmt sur R0. D'accord? Tout simplement. Donc, ça, c'est énergie mécanique au point de lancement. Donc, énergie cinétique. Énergie potentielle, on aura moins g mmt. Donc, au point de lancement sur Terre, on a R0 égale RT. D'accord? Voilà. Ça est égal à 1,5 de m fois la vitesse ici, alors ce sera la vitesse à l'infini, hein, ici, vitesse infinie au carré, ouais, moins g, mmt, ici, sur, pareil, r, moi j'ai mis r0, mais en fait c'est r infini, voilà. Moi je laisse r0, d'accord, voilà. Donc conservation d'énergie mécanique entre ces deux points, donc là on est au sol, point de lancement au sol, énergie mécanique ici en un point infiniment éloigné de la Terre. Et qu'est-ce qu'on vient de dire finalement? On vient de dire que là, cette vitesse ici, elle tend vers 0. R0, il tend vers plus l'infini. Donc ce terme-là également tend vers 0 par valeur négative. Bah, finalement, voilà, on retrouve finalement que ça, donc l'énergie mécanique à l'infini est donc nulle. C'est-à-dire que l'énergie mécanique, cette constante, est nulle. On est bien dans le cas limite, hein, trajectoire parabolique, donc énergie mécanique égale à 0. On aura la vitesse seuil, à partir de là, qui est la vitesse minimale. D'accord? Donc on en déduit finalement que 1,5, et rappelez-vous ce qu'on cherche c'est V lib, hein. 1,5 de m V lib carré, d'accord, moins g mmt sur rt égale à 0. Et cette constante, ici, égale à 0, d'accord, ça c'est bien cohérent avec une trajectoire gamma qui est parabolique, hein, au seuil. D'accord, au seuil d'un état de diffusion. D'accord, je l'ai mis ici en haut, il est là. État de diffusion, l'énergie mécanique est égale à 0. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est une information sur la vitesse de libération. Quelle est la vitesse minimale qu'il faut donner au satellite sur le point de lancement situé au sol terrestre pour, ici, hein, le placer dans un état de diffusion, qu'il s'affranchisse de l'attraction gravitationnelle. Bah là, c'est fini. Hein. On va simplifier par la masse petit m. Vous voyez, on trouve un résultat qui est indépendant de la masse du satellite. On va faire passer ça à droite, on multiplie par 2, on prend la racine. Terminé. V lib, on prend la racine, donc ça fait racine de 2g mt sur rt. Voilà, tout simplement. Et là, bah, vous voyez, on retrouve quoi? Ah bah tiens, on retrouve un gmt sur rt. Gmt sur rt, ça c'est la vitesse de satellisation. C'est-à-dire que la vitesse de libération, elle est proportionnelle à la vitesse de satellisation. D'accord? Racine de 2 vsat. Et si on fait l'application numérique, ici pour la vitesse de libération, tout comme pour la vitesse de satellisation, rappelez-vous, on a trouvé environ 8 km par seconde. Donc là, l'ordre de grandeur est également à connaître. Donc 8 km par seconde fois racine de 2, on est environ à 11 km. Ici, hein, environ ici à 11 km par seconde. Pareil, ça fait environ 40 000. Hein. Et on a 40 000 km par heure. D'accord? Voilà.
Et ça, c'est la valeur seuil, valeur limite, au-delà de laquelle on est dans un état de diffusion. C'est-à-dire que dès que vous communiquez au satellite posé au sol une vitesse qui soit supérieure à cette valeur seuil, vous allez placer le satellite ici dans un état de diffusion. Il va pouvoir s'affranchir de l'attraction de la Terre. D'accord? Voilà. Alors ça, vous voyez, ça dépend des caractéristiques de l'astre. Là, on étudie bien le mouvement des satellites autour de la Terre. Et on retrouve la masse et le rayon du centre de force. Si on change de contexte, adaptez bien la notation au contexte étudié. Là, c'est l'étude d'un satellite au voisinage, ou non, là on est à l'infini, de la Terre. Si, remarquez, on passe à l'étude de la Lune, d'accord? Ici, depuis la Lune, on peut calculer la vitesse de libération. Il suffit de changer, raisonnement tout à fait analogue, masse de la Terre et rayon de la Terre par masse de la Lune et rayon de la Lune. D'accord? Donc depuis la Lune, dans le référentiel qu'on qualifie référentiel sélénocentrique, depuis la Lune, cette vitesse de libération, l'ordre de grandeur, je vous donne, on est à 2 km par seconde. Donc on est bien inférieur à celui de la Terre. Bon. Et savoir que cette vitesse de libération, depuis la Lune à 2 km par seconde, savoir que c'est, donc on verra en thermo, bon ça c'est de l'ordre de grandeur de la vitesse. Bon, j'aurais pu marquer vitesse pour faire ça. La vitesse d'agitation thermique des molécules. Voilà. C'est-à-dire que vos molécules, ici, au niveau de l'atmosphère lunaire, elles ont une vitesse suffisante pour quitter l'attraction lunaire. Voilà, raison pour laquelle la Lune n'a plus d'atmosphère. Voilà, la Lune n'a plus d'atmosphère, puisque la vitesse de libération est du même ordre de grandeur que la vitesse d'agitation thermique des molécules dans l'atmosphère de la Lune. Voilà, petite remarque complémentaire sur la vitesse de libération d'un autre astre, ici la Lune, donc je vais remplacer masse et rayon de la Terre par ceux de la Lune. D'accord? Voilà. Voilà, je regarde 57 minutes, très bien, on est dans les temps. Reste juste, vous voyez, étude des satellites pour une étude complète, juste à traiter le cas des satellites géostationnaires. Et on aura terminé le cours à proprement parler, sachant qu'on a déjà fait quand même pas mal d'exos ensemble, on avance bien. Il y en a encore pas mal, finalement. Pas mal de sujets de concours à traiter pendant les 15 jours qui viennent, ce que je vous propose. D'accord? Allez, 6e et dernier temps, on termine par ça, on termine ce cours de mécanique sur les forces centrales. C'est l'étude des satellites géostationnaires. Donc K, ou étude, si vous voyez, K des satellites géostationnaires. Pareil, ça, vous l'avez vu les dernières, donc il n'y aura pas de grosses nouveautés, on pourra se permettre d'être assez rapide sur ce 6e et dernier temps. Donc là, retenez un satellite géostationnaire, typiquement satellite, ici de télécommunication. D'accord? Satellite de télécommunication pour ces satellites géostationnaires. Bon. Alors, qu'est-ce qu'un satellite géostationnaire? D'accord, définition. D'accord, définition que je reprends, vu l'année dernière. Donc, c'est un satellite artificiel. Bon, ça c'est sûr. Satellite artificiel. Voilà. Qui reste constamment, en fait, vous le savez, au-dessus du même point de la surface de la Terre. Voilà. Qui reste, ça c'est important de retenir, constamment. Donc, il reste constamment au-dessus du même point de la surface de la Terre. Donc satellite artificiel qui reste constamment au-dessus du même point de la surface de la Terre, c'est-à-dire qu'il a la verticale du même point. Autrement dit, il apparaît donc immobile. Autrement dit, il apparaît immobile pour un observateur terrestre. Pour un observateur terrestre. Voilà. Alors ça c'est utile là, pour tout ce qui est télécommunication et satellite de météorologie. D'accord? Voilà. À partir de ça, ce que vous devriez être capable de faire, c'est finalement d'estimer le rayon de l'orbite. Donc l'altitude en fait, l'altitude d'un satellite géostationnaire. Ouais. Donc à partir de cette définition-là, vous devez tous être capable d'estimer, de retrouver l'altitude. Rappelez-vous, l'altitude H pour un géostationnaire, c'est 36 000 km. D'accord? Alors comment faire?
comment, à partir de cette définition, retrouver l'altitude h d'un géostationnaire? Il faut connaître la période de révolution. Si vous connaissez la période de révolution, d'accord, vous êtes capable d'estimer le rayon de l'orbite circulaire. Pourquoi? Puisque t carré sur r cube égale une constante, 4 pi carré sur gmt. Donc si vous connaissez le rayon, si vous connaissez la période de révolution, d'accord, qui est égale à combien ici? Pour qu'il soit ici mobile pour un observateur terrestre, pour qu'il soit au-dessus du même point sur la Terre, il faut que la période de révolution du satellite soit égale à ce qu'on appelle un jour sidéral, donc aux 24 heures. Ok? Donc, une fois qu'on a cette donnée temporelle, on peut estimer le rayon ici de l'orbite circulaire grâce à la loi des périodes de Kepler. D'accord? Alors, sachez également que cette orbite, c'est une orbite qui est encombrée. Hein. Il y a environ plus d'une centaine de satellites, environ 300 ou 400 mémoires de satellites sur cette orbite. C'est-à-dire que le positionnement d'un satellite géostationnaire doit être très avec beaucoup de précision, avec une précision qui est inférieure à 50 km. Hein. Bon, voilà. Pour une altitude, attention, de 36 000 km. Vous voyez toute la difficulté, tous les enjeux. Alors on y va. Donc on part ici. Donc là, la question est de savoir, finalement, voilà, retrouver l'altitude. Quelle est son altitude? Alors son altitude, vous la retrouvez grâce à la période. Ouais, donc la période de révolution d'un satellite, attention, particulier, un géostationnaire. Voilà, tout en restant dans cette classe d'orbite circulaire de centre T, le centre de force, ici, le centre de la Terre. Alors ici, la période de révolution, j'ai noté TGO. Géo comme géostationnaire. Cette période de révolution, en fait, elle doit être égale à la période, ce qu'on appelle ici sidérale. Bon, c'est la durée nécessaire à la Terre pour faire un tour sur elle-même. Alors ça, c'est les 23 heures, hein, j'ai déjà dit, 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. Voilà, ça c'est nos 24 heures. Hein. D'accord, voilà. Donc déjà, retenez que voilà, la période de révolution d'un satellite géostationnaire, hein, pour qu'il soit au-dessus du même point sur la Terre, forcément, sa période de révolution doit être ici, être environ ici de 24 heures. Alors une fois qu'on a la période de révolution, en fait, on peut également, ici une petite donnée commentaire, estimer sa vitesse angulaire de rotation. Ouais. Donc la vitesse angulaire de rotation, c'est un point oméga, rappelez-vous. Ça, voilà, des fois on en besoin dans certains sujets, c'est noter grand oméga. Grand oméga géostationnaire, une fois que vous avez la période ici, TGO, c'est 2pi. 2pi sur TGO, mais TGO c'était SID, donc 2pi sur la période sidérale, voilà. Et ça c'est oméga ici de la Terre autour de son axe, ici nord-sud. D'accord? Ça c'est NS autour de l'axe nord-sud, pardon. Nord-sud. Voilà, vitesse angulaire de rotation. Maintenant, on y est, on y vient, on en déduit l'orbite, ici, le rayon de l'orbite. Donc le rayon, ici, R0, de l'orbite circulaire du satellite géostationnaire, vérifie voilà, la loi des périodes. D'accord? Loi de période que l'on a mise en évidence, c'est-à-dire qu'on a retrouvé par application du PFD sur l'orbite circulaire. Rappelez-vous, donc là on va la rappeler, vous voyez, c'est vraiment un sujet qui est son tiroir. Donc T carré, ici T carré, donc TGO carré sur R cube, mais c'est R, ça fait beaucoup, bon c'est pas grave, RGO cube, donc vous voyez aux notations, j'indice en géo, tout ce qui est relatif au satellite géostationnaire, donc c'est T carré sur R cube, T carré sur R cube égale 4 pi carré sur GMT. D'accord? Voilà, et moi ce que je veux isoler, alors on essaie de le faire en une seule étape de calcul, je veux isoler ici le rayon de l'orbite, ici géostationnaire, qui plus est circulaire, donc ce RGO stationnaire. Donc pour avoir le rayon de l'orbite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire passer ça à droite, d'accord? Et j'aurai finalement donc GMT, ici, T carré, donc on aura G, produit en croix, GMT, T carré, d'accord? Je vais diviser par 4 pi carré. D'accord? Produit en croix, je divise par 4 pi carré. Et ensuite, je vais ici prendre l'exposant, j'ai R cube, donc exposant 1 tiers. Voilà. Bon, désolé, c'est pas très propre. Donc c'est le rayon d'une orbite géostationnaire, ça sera G fois masse de la Terre.
t carré sur 4 pi carré, le tout exposant 1 tiers. D'accord? Voilà. Alors ça, l'application numérique, ici, donc application numérique, je vais mettre ici à gauche, moi c'est un tout petit peu de place. On trouve ici le rayon de l'orbite géostationnaire de l'ordre de 42 000 km. Alors, ordre de l'ordre de 42 000 km. Et là, souvent, ce que vous retenez souvent, c'est pas le rayon de l'orbite, hein, ça c'est les rayons de l'orbite. Donc ça, ce rayon RGO stationnaire, ça c'est RT plus H géostat. Hein. C'est-à-dire que là, dans ces 42 000, il faut ici retirer les 6 000 km du rayon de terrestre, on va dire. Donc en ordre de grandeur, soit ce que vous retenez, c'est l'altitude. Hein. Donc on va retrancher 6 000 km aux 42 000 pour avoir uniquement l'altitude H géostationnaire, donc une altitude géostationnaire H, donc 42 000 moins, on va dire, allez, on va prendre 6 000, hein, et là vous retenez finalement, voilà, 36 000 km. Voilà, on retrouve ici, voilà, une orbite de 36 000 km, voilà, je vous rappelle, ça, on est vraiment à la valeur, on va dire, entre guillemets, limite d'une orbite moyenne. Là, c'est pas une orbite basse, hein, c'est une orbite moyenne, donc une mise en orbite qui est quand même plus coûteuse qu'une orbite basse, hein. D'accord, ça faut le savoir. Donc vous voyez comment retrouver simplement, rapidement, le rayon d'une orbite géostationnaire, et surtout l'altitude, hein, l'altitude H géostationnaire ou H, de l'ordre de 36 000 km. Ok. Dernière question pour terminer cette partie court, vous voyez, donc 1h06, c'est le plan de la trajectoire. Ouais. Quel est le plan de la trajectoire circulaire géostationnaire? Bon, là, il y a quand même plusieurs contraintes. C'est-à-dire que là, la trajectoire d'un géostationnaire ne peut pas être quelconque. En effet, dans tout ce qu'on a vu, si on fait un résumé de tout ce qu'on a vu sur les forces centrales, bah, le plan de la trajectoire d'un géostationnaire doit être circulaire et il doit contenir le centre de force, le centre de la Terre. Ouais, première condition. Deuxième condition, un satellite géostationnaire, vous voyez, il est constamment au-dessus du même point, donc la verticale du même point. Bon. Troisième condition, il faut que le mouvement du satellite géostationnaire soit synchrone avec la rotation propre de la Terre autour de l'axe nord-sud. C'est-à-dire que là, l'inclinaison du satellite géostationnaire ne peut pas être quelconque. Et là, il n'y a qu'une seule possibilité, vous la savez, forcément, d'accord, un satellite géostationnaire doit être dans le plan équatorial terrestre. D'accord. Donc on termine par ça. Donc c'est toujours dans le petit 6, hein, ici, voilà. Suite et fin de ce cours sur le mouvement circulaire des satellites autour de la Terre. La question, voilà, est de s'intéresser au plan de la trajectoire d'un satellite géostationnaire. Voilà. Quel est le plan de cette trajectoire? Bon. Alors, il y a quand même des conditions qu'on va quand même rappeler, posées par écrit. Il y en a 3. Donc, il y a 3 conditions. La première, qui est liée ici à la nature centrale de la force, le plan de la trajectoire circulaire doit contenir le centre de force T. Rappelez-vous, par conservation ici du moment cinétique, par le fait que ce moment cinétique a une direction constante au cours du temps, on définit un plan P contenant le centre de force, ici T, d'accord, tel que ce plan soit orthogonal chaque instant en vecteur moment cinétique. Bon, voilà. Donc le plan de trajectoire circulaire doit contenir le centre de force. Ensuite, il faut également que le satellite géostationnaire, ici, doit être toujours au-dessus du même point, ici, de la surface de la Terre. Troisième condition, le mouvement, pareil, du satellite géostationnaire doit être synchrone. Donc c'est l'égalité des périodes, hein, évolution du satellite avec période de rotation propre de la Terre. Donc synchrone avec, voilà, j'ai noté, le mouvement de rotation propre de la Terre
autour de l'axe nord-sud. Ok. Bon. C'est-à-dire que là, alors, ces conditions, on peut représenter ici, voilà, la Terre, donc l'axe ici nord-sud. Donc je remonte un tout petit peu. On y va. Donc la sphère, la Terre, ici. On va représenter le plan équatorial. Tac. Tac. Alors, donc je vais mettre en couleur. Je vais mettre donc ici. Tac. En pointillé, pardon. J'ai placé le centre T ici, centre de force. Voilà. Donc là, on a le plan équatorial. Voilà. Et si, voilà, on va prendre un contre-exemple. Si vous prenez une trajectoire ici du satellite géostationnaire, donc circulaire, ici on a 3 dimensions. Donc voilà, on va essayer de faire ça proprement. Tac, voilà, j'ai dit bien, on va essayer. Oh là là, c'est une catastrophe. Bon, ça ira quand même, ça va. Ça devrait aller, vous faites beaucoup mieux que moi, vous avez compris, comme d'habitude. Voilà, donc là c'est censé représenter une trajectoire circulaire à 3 dimensions, d'accord, d'un satellite géostationnaire. Et ben là, vous voyez que... Ouais, c'est moche hein, déjà. Bon, c'est pas grave. Vous voyez que là, si on adopte une telle trajectoire, ici je précise, circulaire, alors oui, elle contient un centre de force, T, d'accord, mais avec une telle inclinaison, ici, par rapport au plan équatorial, bah, satellite terrestre, il est tantôt dans l'hémisphère nord, tantôt dans l'hémisphère sud. Donc là, il n'est pas immobile pour un observateur terrestre. Donc là, on va le noter ici, voilà. Donc ça, c'est un contre-exemple, ici, avec une telle inclinaison. Donc là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Vous voyez, c'est pas bon, c'est moche. Avec une telle inclinaison, par rapport au plan... Alors je dis pas que j'aurais fait mieux au tableau, je pense pas. Au plan équatorial, par rapport au plan équatorial, le satellite géostationnaire, le satellite est tantôt ici au-dessus de l'hémisphère nord et tantôt au-dessus de l'hémisphère nord, tantôt au-dessus de, allez, HS comme hémisphère sud. D'accord, vous l'aurez compris. Dire que là, ça c'est pas possible. Ça peut pas être une trajectoire possible pour un satellite géostationnaire. Là, il faut annuler l'inclinaison. C'est-à-dire que là, ce satellite n'est pas immobile pour un observateur terrestre. Donc, conclusion sur ce contre-exemple, donc ça, il faut éviter d'avoir une telle inclinaison. Donc, conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les satellites, et ça vous le savez, géostationnaires, ont une orbite qui respecte les 3 conditions précédentes et surtout qui coïncide, donc une orbite qui coïncide, on va dire, avec le plan équatorial terrestre. Qui coïncide avec le plan équatorial terrestre. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, fin du cours sur les forces centrales, déjà, fin du cours. Tous les satellites géostationnaires ont une orbite qui coïncide avec quoi? Le plan équatorial terrestre. Voilà pour ce paragraphe sur l'étude du mouvement circulaire des satellites autour de la Terre. D'accord? Et voilà, malheureusement, je vais dire, c'est déjà fini. Fin du cours sur les forces centrales, qui est quand même complet, très dense, et qui nous permet d'enchaîner, de continuer sur les exos de la fiche de TD. D'accord? Alors, je vous laisse continuer à noter quelques instants. Moi, je vous demanderai de reprendre ici. On va reprendre ensuite ensemble les exos. J'aimerais bien que l'on fasse ensemble dans le temps imparti. Je regarde, il est 14. Ouais.
Les exos 8, 10, 11. Ouais, c'est peut-être ambitieux, mais ça reste faisable. Et pareil, hein, si là vous jugez que c'est peut-être un peu trop, faites une pause et vous reprenez le soir même ou un peu plus tard. D'accord? Alors j'aimerais bien prendre avec vous l'exo numéro 8. Donc on a quand même bien avancé dans cette fiche de TD. Là on va faire le 8. Libérer, libérer, satelliser. D'accord? Très bien. Libérer, satelliser. Alors un exo classique, d'accord? D'accord, que je retrouve dans une planche orale, c'est une planche orale type CCP. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est des orbites de transfert. Ouais, notamment ce qu'on appelle la méthode du transfert de Hohmann. Donc on lit ensemble l'énoncé, on regarde ce qui est important ici de retenir et de noter pour pouvoir ici corriger ensemble cet exo. Pareil, je vais le corriger en temps réel. C'est-à-dire que si je n'ai pas le temps de corriger le 10, je vous ferai une correction détaillée. Pas de souci d'ici vendredi. Alors, on désire transférer, donc c'est bien un transfert d'orbite. Un satellite d'une orbite basse de rayon R1 vers une orbite circulaire, d'accord? Donc on a deux orbites circulaires, une orbite circulaire basse de rayon R1, une orbite circulaire haute de rayon R2, supérieur à R1, jusque là ça va. Et c'est la méthode du transfert de Hohmann. Pour cela, là il faut bien lire, en un point P de l'orbite basse, on communique pendant un temps très court à l'aide de fusées auxiliaires une vitesse supplémentaire faisant décrire au satellite une demi-ellipse de transfert se raccordant tangentiellement en P à l'orbite basse et tangentiellement en A à l'orbite haute. D'accord. Là, il faudra faire un schéma. Arrivé en A, on communique à nouveau un supplément de vitesse lui permettant de décrire l'orbite haute. On note G0H, hein, l'intensité du champ de pesanteur terrestre. Alors ça, qu'on note G0, ça le G0, c'est, je le note, le 9,81 mètres par seconde carrée au niveau du sol, et RT, le rayon de la Terre. Bon. Et on vous pose ici 3 questions. Alors 3 questions ici, notamment la première question, calcule la vitesse du satellite sur son orbite basse. Ben, ça c'est du cours, on vient de le faire. D'accord? Ça, il faut retrouver racine de GMT sur R1. R1 étant le rayon de l'orbite circulaire basse. Et après, donc question 1, facile. Question 2, beaucoup moins facile. Calculer la nouvelle vitesse V'1 après allumage des fusées. On suppose ces deux vitesses collinaires pour qu'il y ait raccordement tangentiel des trajectoires. Donc là, on vous demande ensuite d'estimer la vitesse V'1 après allumage des fusées. Question numéro 3, quelle est la vitesse V'2 du satellite lorsqu'il atteint ensuite le point A? Et quelle est la vitesse finale nécessaire pour le maintenir sur une orbite haute. D'accord? Alors, ça, allez, on reprend ensemble. D'accord? En lien avec le cours, c'est-à-dire qu'en lien avec le cours, c'est-à-dire que là, pour la première question, ça va être rapide. Hein. Pourquoi? Parce qu'on l'a traité, on va dire, il y a environ 1 heure. Donc on y va. Exercice numéro 8. On va reprendre ensemble. C'est parti. Donc, exercice ici 8 sur la méthode du transfert de Hohmann. Bon. Alors, changement ici, voilà. On va faire apparaître sur un schéma relativement grand quand même. Voilà, toujours dans le plan cartésien, X ou Y. Voilà, comme ceci. On va essayer de le faire proprement. Tac. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, ici, je vais placer donc mes axes du repère cartésien. Là, attention, il y aura, si on l'énonce, il y a deux orbites circulaires, rayon R1, R2, et une demi-ellipse de transfert. Donc là, moi, pour des soucis de visibilité, de schéma, la Terre, ça sera réduit à un point matériel. Donc faites attention, la Terre, je ne vais pas faire un cercle. Je vais simplement, comme tout à l'heure, vous voyez, pour des raisons de... Après, faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez faire la Terre avec un rayon de la Terre, c'est vous qui voyez. Moi, je vais mettre noté T, le centre de force attractive, c'est le centre de la Terre. Et à partir de là, ce que je vais faire... Je vais faire apparaître deux trajectoires circulaires. Une orbite circulaire basse de rayon R1, d'accord, que je vais mettre par exemple ici, ça c'est rayon ici R1, d'accord, voilà, c'est pas mal. Une orbite circulaire haute, on va dire de rayon R2, d'accord. Alors, une fois que j'ai R1, ça devrait être un peu plus simple pour tracer R2. Je retiens mon souffle. C'est pas mal du tout, on y va, on peut repasser ensemble. Donc on peut mettre des couleurs. Ça sera la première, trajectoire circulaire. Voilà, très bien. Donc là, on va représenter, par exemple, ici, le rayon, ici, R1, de la première trajectoire circulaire que je note gamma 1, qu'on peut flécher arbitrairement dans ce sens-là. Donc rayon R1, gamma 1, première trajectoire circulaire. On veut transférer le satellite de cette trajectoire circulaire basse
à cette trajectoire circulaire haute que je vais repasser en rouge de rayon R2 et de centre T. Le centre est le même, c'est le centre de force attractif, le centre de la Terre. Donc deuxième trajectoire circulaire gamma 2 de rayon R2. Voilà gamma 2, pareil je fais arbitrairement de ce sens-là, et je vais faire apparaître, bon, allez, peu importe, hein, le rayon R2 ici, de centre à centre. Voilà, là on a R2, et là on vous dit que, on relie l'énoncé ensemble, on communique ici en un point P de l'orbite basse. Donc on a un point P de l'orbite basse, ici, voilà, je vais prendre ici, c'est-à-dire que j'aurai un raccordement tangentiel. Je vais noter le point P ici. Là, c'est l'orbite basse, je prends le point le plus bas, ce point P. En ce point P, voilà, il y a des fuseaux auxiliaires qui vont communiquer pendant un temps très court une vitesse supplémentaire qui va permettre au satellite de décrire une demi-ellipse de transfert, d'accord, permettant de rejoindre l'orbite de rayon R2. Et cette demi-ellipse, c'est une demi-ellipse de transfert. Donc là, pareil, je vais faire au plomb de bois ici. Donc j'aurai un raccord tangentiel en P et je vais décrire cette ellipse de transfert. Donc on y va. Bon, je peux le faire directement, je pense, ouais. Je ne vais pas me planter. Voilà. Voilà, c'est pas mal du tout. D'accord. Donc, raccordement tangentiel ici, c'est-à-dire que là, au point P, la vitesse est tangente, ici, voilà. Et j'ai un raccord tangentiel, comme ceci, demi-ellipse de transfert. Pour arriver ici tangentiellement, voilà, ça se voit un peu moins que c'est tangent, mais c'est tangent également ce point-là, ça se voit moins, beaucoup moins. On va noter ce point-là, le point A. D'accord, raccord tangentiel au point A, à l'orbite circulaire haute, gamma 2 de rayon R2. D'accord. Bon, voilà pour le schéma. Donc c'est une demi-ellipse de transfert, hein. C'est une demi-ellipse, comme on avait vu dans l'interprétation du film Gravity. Bon, première question, donc première question, très simple. Là, on vous demande la vitesse V1 du satellite, donc vitesse V1 du satellite sur son orbite basse, sur son orbite circulaire basse de rayon R1. Ah bah ça, je vais perdre de temps. Pourquoi? Parce que ça, c'est du cours. On l'a fait il y a 1 heure, d'accord? Le cours, vous l'avez encore sous les yeux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer le PFD. Dans le référentiel ici, géocentrique, supposé galiléen, d'accord? Donc ça, par application du PFD, du PFD dans le référentiel R, ici, géocentrique, en R géocentrique supposé galiléen, d'accord? On montre que, alors ça, il faut savoir le retrouver, hein, mais là, on va gagner du temps. Voilà, on montre que la vitesse, alors ici, on va noter V1. V1, ça sera racine de G, masse du centre de force, masse de la Terre, divisé par le rayon de l'orbite circulaire basse, voilà, sur R1. Terminé. D'accord? Et cette vitesse, elle est constante. En accord avec un mouvement circulaire uniforme, ici de centre T et de rayon R1. D'accord? Alors quand j'ai l'application, ça il faudrait le refaire. Par exemple, en interro, en DS. D'accord? Là, on montre que, il faut savoir poser le calcul. Moi, je ne vais pas le refaire hein, pour gagner du temps. Là, il y a une petite subtilité quand même. Dans l'énoncé, je pense que, enfin, c'est pas dit explicitement. Hein. Vous voyez, dans la question, on vous demande de donner l'expression littérale de la vitesse V1. Mais vous voyez, on vous donne G0, 9,80 mètres par seconde carré, et rayon de la Terre. En fait, je pense, hein, après ils disent rien de plus, mais je pense qu'ils demandent d'exprimer V1 en fonction de G0 et de RT. Ouais, c'est-à-dire que ce qu'on a mis c'est bon, d'accord? C'est pas faux, hein, c'est bon, mais c'est... Voilà, on peut peut-être aller un peu plus loin. En fait, il faut savoir que le produit GMT, il serait écrit en fonction de petit G0, ici, hein, et de RT. C'est-à-dire qu'il faut faire apparaître non pas grand G, et on rappelle, grand G, c'est la constante de gravitation universelle, hein, et la masse de la Terre, mais faire plutôt apparaître l'intensité du champ de pesanteur terrestre et le rayon de la Terre. Alors ça, la relation de passage, je vais vous la donner. C'est lié au fait, je marque en remarque, parce que je suis pas sûr bon, qu'il faut forcément le faire, mais je marque en remarque. Rappelez-vous, hein, le point d'un corps en norme, ça c'est la manifestation hein, de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur ce corps. Prendre 2 secondes, rappelez-vous. C'est-à-dire que finalement, rappelez-vous, le point d'un corps de norme mg0, notation l'énoncé, hein. G0, c'est l'intensité du champ de pesanteur terrestre.
est égal à quoi? Est égal à G, masse du corps, dont on cherche à exprimer le poids, fois la masse de la Terre, divisé par le corps est à la surface de la Terre. Attention, je ne l'ai pas dit, donc divisé par RT carré. Voilà. Et on aboutit à une relation que vous avez vue au lycée, à savoir, à tout instant, ici, le produit G0 RT carré, enfin tout instant, le produit G0 RT carré, ça c'est GMT. Voilà. D'accord, donc G0 RT carré égale grand GMT. Attention, ne mélangez pas tous les G. Hein. G, constante de gravitation universelle, d'accord, 6,67 10 puissance moins 11, d'accord, unité du système international. G0, 9,81 mètres par seconde carré. C'est-à-dire que là, on peut réécrire la vitesse V1 du satellite sur une orbite circulaire de rayon R1 comme étant a racine de G0 RT carré sur R1. Voilà. D'accord. Voilà. Voilà pour la vitesse satellite. Donc deux expressions tout à fait équivalentes. D'accord. Tout dépend, voilà, l'énoncé. Voilà, comme il y a pas, c'est pas vraiment explicite, je mets les deux quand même. D'accord. Bon. Question très simple. Question 1, c'est la question la plus simple. Question 2, la plus compliquée. Pourquoi? On vous demande deux choses. On vous demande des vitesses ici, V'1 et V'2. D'accord. On vous demande deux vitesses. Ici, vitesse V'1 après allumage des fusées. D'accord. Et la vitesse ici également V'2 lorsqu'il atteint le point. Donc on vous demande la vitesse V'1 au point P, raccord tangentiel. Donc c'est les fusées auxiliaires qui vont imposer cette vitesse pour qu'il puisse écrire une demi-ellipse de transfert, et V'2 au point A, où également il y a un raccord tangentiel. D'accord? Alors, voilà. Donc là, on va le noter. Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? Donc là, on cherche à obtenir la vitesse. Voilà. Donc la vitesse V'1, après allumage, d'accord, des fusées en P. Après allumage des fusées au point P. Bon. C'est bon, tout le monde voit. Donc vitesse V'1 après allumage des fusées au point P. Donc là, on aborde des questions un peu plus techniques. On s'écarte quand même du cours. Bon. Eh ben, on va repartir du fait que finalement, entre P et A, le satellite, il décrit une demi-ellipse de transfert. Mais cette ellipse possède un foyer. Le foyer, c'est quoi? Ça reste le centre de force, le centre T de la Terre. D'accord? Donc a priori, le mouvement reste plan. La vitesse, c'est en coordonnées polaires. Donc en R.R plus Rθ.θ. Sauf que en ces deux points, en A et en P, on va le noter, hein, ça c'est important, en A et en P, la vitesse, elle est tangente à ces deux cercles. D'accord? Gamma 1, gamma 2. C'est-à-dire que la vitesse en A et en P, forcément, pour un raccord tangentiel, la vitesse est orthoradiale. Donc forcément, en P et en A, la vitesse est selon Eθ. Et finalement, la norme sera en Rθ point. D'accord? C'est-à-dire qu'on connaît l'expression V'1, ici, de la vitesse en P, et V'2, vitesse au point A. Donc ça, on va le noter. D'accord? Donc entre ces deux points, entre les points ici, donc entre les points, c'est P, point de départ, ça c'est P, entre les points P et A, ici, le satellite, voilà, le satellite décrit une demi-ellipse de transfert, ici, voilà, deux foyers, le centre, ici, T de la Terre, de centre T de la Terre, donc la demi-ellipse de transfert. Ce qu'on va rajouter, donc ça c'est entre les points P et A, demi-ellipse de transfert, ici, voilà. Sauf qu'au point, donc en ces deux points, au point A et P, d'accord, donc on a des raccords qui sont tangentiels au point A et P, raccord tangentiel. Ici, l'ellipse est tangente. L'ellipse de transfert, elle est tangente aux deux cercles. Et la vitesse y est purement orthoradiale. Et la vitesse instantanée y est
purement orthoradial. J'espère que c'est assez clair ce que j'écris, parce que c'est compréhensible. Ce qui me vient à l'esprit là. Et purement orthoradial. Ouais. Donc la vitesse v en rθ point θ, d'accord, tel que, voilà, on peut le faire directement. Alors, tac, bah au point P, je raisonne en norme, attention, hein, je raisonne en norme. Donc là, je retire le caractère vectoriel du vecteur, hein. Vitesse selon, ici, donc orthoradial selon Eθ, on l'a bien compris. Par contre, je raisonne sur la norme, je veux la norme de la vitesse, hein, je veux V'1. Donc V'1, je sais que dans tous les cas, ça sera du Rθ point. Mais ça sera ici du R1, θ.1. D'accord, la vitesse, elle est tangente au cercle, ici, gamme 1 de rayon R1. Alors ça, pareil, c'est en P. En A, j'aurai la même chose. Sauf que V'2 va s'exprimer de la forme R2 θ.2, d'accord, en A. Ok. Donc ça je le garde. Information V'1 égale Rθ.1, V'2 égale Rθ.2. Ok. Bon. Bah c'est pas ça qui va me donner l'expression de V'1. Bien au contraire. Ça m'avance un tout petit peu, mais pas tant que ça. Maintenant, sachez que voilà, dans ce chapitre, rappelez-vous, il y a vraiment des lois de conservation. Lois de conservation qu'on peut ici exploiter. La première, c'est la conservation de la norme du moment cinétique. Ouais, donc on y vient. Premier outil à disposition, on va traduire la conservation, ici, de la norme du moment cinétique du satellite évaluée par rapport au centre de force. Attention, pas comme tout à l'heure, n'oubliez pas, centre de force c'est T. Le satellite, c'est un point M. D'accord. Donc, conservation de la norme de ce vecteur. D'accord. Voilà, conservation de la norme. Alors ce vecteur, rappelez-vous, est une constante vectorielle par application du théorème du moment cinétique évalué par rapport au centre de force T, hein, centre de la Terre. Et bien ça, conservation de ceci mène, je vous rappelle, je ne vais pas refaire la démo, hein, mène à la constante des airs. Donc la conservation de la norme du moment cinétique mène à la constante des airs qui à chaque instant vous dit que le produit r carré θ point est une constante, donc à chaque instant, r carré θ point étant une constante. Ouais. Ah bah ça c'est intéressant. Parce que c'est une relation, voilà, bah, tout instant, cette relation de passage, entre guillemets, me dit que r carré θ point est constant. Et bah regardez, r carré θ point, on va dire hein, que je l'ai presque ici, hein. J'ai presque là également. Il suffit de multiplier V'1 qui vaut r θ point 1. Si on multiplie V'1 par R1, regardez, j'aurai R1 carré θ point 1. Et R1 carré θ point 1, c'est constant. Mais c'est constant à quoi? Bah, c'est également égal à R2 θ point 2 carré. Et R2 θ point 2 carré, c'est R2 V'2. Donc en fait, cette relation constante des airs va me permettre d'exprimer V'2 en fonction de V'1, ou inversement. Donc ça, cette constante des airs, d'accord, que l'on va traduire au point A ou au point P. D'accord? Donc qui permet d'écrire, donc cette constante des airs, ici, qu'est-ce qu'elle permet d'écrire? Donc elle permet d'écrire ici le fait que si on multiplie, regardez, R1, donc, pardon, on multiplie V'1, c'est bon, ça c'est un V'1. Si on multiplie V'1 par R1, j'aurai quoi? Bah, j'aurai R1 carré θ point 1. Mais la constante des airs, par définition, d'accord, donc ça je veux la constante des airs au point P, bah, par définition elle est constante, c'est-à-dire que je vais retrouver la même valeur au point A, c'est-à-dire que R1 carré θ point 1, c'est la même chose que dire que ça c'est égal, pardon, à R2 carré θ point 2, mais R2 carré θ point 2, ça c'est R2 V'2. Est-ce que j'étais clair? J'espère. Donc tout simplement, en multipliant V'1 par R1 et en multipliant V'2 par R2, on retrouve la définition de la constante des airs impliquée en P et en A. Voilà, donc on retrouve le fait. Voilà, on a une relation, première relation, le fait que V'2, d'accord, par exemple, relation de passage entre V'1 et V'2. V'2, ça sera R1 sur R2, V'1. Voilà. Relation que je notais, relation 1. Ça, je la garde, très importante, ici. Voilà. Donc, on remarque hein, que V'2 est inférieur à V'1, puisque R2 est supérieur à R1. D'accord? Donc, V'2 est une fraction de V'1. Bon. Alors, une fois que j'ai ça, j'ai traduit la conservation de la norme du moment cinétique, hein, ici, du satellite par rapport au centre de force T de la Terre.
bah, il y a une autre grandeur qui se conserve, qui me permet d'obtenir, ce que là, vous voyez, hein, j'ai une équation, deux inconnus, bah, il suffit d'avoir une deuxième relation, je saurai résoudre le système. Bah, c'est traduire la conservation de l'énergie mécanique du satellite entre A et P, donc sur la demi-ellipse de transfert, donc on y va. Là, on va traduire, dans un second temps, je vais vérifier l'heure, 1h34, bon, on n'aura pas le temps d'aborder exo 8, peut-être l'exo numéro 10, mais bon, c'est pas gênant. Donc, conservation, voilà, de l'énergie mécanique, ici, voilà, du satellite. Donc, conservation de l'énergie mécanique du satellite entre A et P. Donc, entre les deux points de raccordement tangentiel, deux ellipses de transfert, O de trajectoire circulaire, gamma 1, gamma 2. Donc, on va traduire cette conservation de l'énergie mécanique. Donc, on y va. Là, comme tout à l'heure, j'écris directement, hein, énergie mécanique ici au point P égale énergie mécanique au point A. Donc en faisant bien attention à nos notations, on y va, énergie mécanique au point P, ici on a une vitesse V'1, on a un rayon R1, c'est parti. Donc on aura 1 demi de M, ici, V'1 carré, voilà attention, c'est V'1 carré, on est au point P. L'énergie potentielle gravitationnelle au point P, donc c'est moins G, MMT sur R1, d'accord, égale énergie mécanique au point A, 1 demi de M V'2 carré, moins GMMT sur R2, d'accord, voilà, donc énergie mécanique ici, qui se conserve sur la demi-ellipse de transfert, entre ces deux points A et P. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux isoler, vous voyez, ici directement V'1, V'2. D'accord? Donc on y va, je vous laisse un peu d'avant, je prends une autre feuille. Il faut isoler, on va isoler déjà un V'1 moins V'2. Et ce qu'on peut faire également, ce que tout le monde le voit, on peut simplifier une nouvelle fois par la masse du satellite. On simplifie par M, les deux membres de l'équation. Donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je vais multiplier par 2 les deux membres de l'équation. Je multiplie par 2 et je vais isoler la différence V'1 carré moins V'2 carré. Allez. Donc c'est parti, la suite du calcul, ça je le laisse sur le côté, vous l'avez encore sur votre feuille. Voilà, donc ce que je vais faire, ici, à la suite, c'est isoler la différence des carrés. Donc on y va, j'isole la différence des carrés. Cette différence des carrés, j'ai dit que ce sera V'1, il ne faut pas oublier des primes, des indices et des carrés. Donc je vais faire V'1 carré, voilà, ce qu'il est à gauche, et je vais lui retrancher V'2 carré. Si je fais ça, j'ai dit que je multiplie par 2. Ouais. Après, j'ai un GMT facteur. Ouais, j'aurai un GMT facteur de quoi? Alors, j'ai moins 1 sur R1 qui était à gauche, devient plus 1 sur R1 en passant à droite. Donc là, j'ai 1 sur R1, moins 1 sur R2. Est-ce que c'est visible par tout le monde? Ouais, là, c'est 1 sur R1, moins 1 sur R2. Ok? Bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ici, directement, je vais exprimer. Ouais. Je vais réexprimer ici directement le fait que voilà, V'2, bah V'2 c'est une fraction de V'1. C'est-à-dire qu'ici, je vais laisser, je veux V'1. Donc je garde V'1. Par contre, V'2, grâce à l'équation numéro 1, donc grâce à l'équation numéro 1, V'2 carré, alors V'2, c'est R1 sur R2. Là, il ne faut pas se tromper, hein, sur V'1, le tout au carré. Hein. Donc je remplace ici V'2 par son expression précédente. D'accord? Ok, ça c'est égal à quoi? Ça c'est égal à 2GMT. D'accord? Là j'ai 1 sur R1 moins 1 sur R2. Je vais mettre au même dénominateur. Dénominateur commun, ça sera le produit de R1 fois R2. Et j'aurai au numérateur du R2 moins R1. Attention, il faut bien différencier les deux des 1. C'est bon? Voilà. Ok, qu'est-ce que je vais faire ici? À gauche, j'ai du V'1 carré que je vais mettre en facteur. Ça va? Je vais isoler V'1. Mais d'abord, je vais isoler V'1 carré. V'1 carré, je l'ai combien de fois? Je l'ai ici une fois. 1 moins R1 carré divisé par R2 carré. Ok. Égale 2GMT sur R2 moins R1 divisé par R1 fois R2. D'accord? R1 fois R2. Bon. Ok. Ensuite, qu'est-ce que l'on aura? Je vais remonter un tout petit peu pour que tout le monde voit. Donc je peux également mettre au même dénominateur dans le membre de gauche. Je vais mettre ici au dénominateur commun, ce sera du R2 carré. Donc j'aurai un R2 carré dénominateur commun. R2 carré, donc j'aurai ici du R2 carré moins R1 carré égale 2GMT. D'accord?
Et j'aurai toujours différence R2 moins R1 sur R1 fois R2. D'accord? Bon, bon ça c'est pas mal, non? C'est pas mal du tout. Donc je vais isoler V'1 carré. V'1 carré, je vais multiplier par R2 carré, je divisé par la différence des carrés. Donc là j'aurai 2GMT, d'accord? On aura R2 moins R1 sur R1 fois R2, d'accord? Fois R2 carré. Ici, ça c'est un R2 carré. Ouh là là, j'écris de plus en plus mal. Donc R2 carré. Et je divise par R2 carré moins R1 carré. D'accord? Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On est attentif. On peut simplifier par R2 carré et un R2 qui est là. Et je peux simplifier ici. Bon, là, je rajoute une équation. Bon, c'est pas grave, c'est pas. Alors, ça, je vais faire ça. Je vais faire apparaître ça. Je vais faire apparaître R1. Je simplifie par R2. Donc là, il va me rester un R2 ici au numérateur. Là, je vais faire apparaître A carré moins B carré. Donc, ça sera ici directement. Voilà, R2 moins R1. Hein, d'accord, fois R2 plus R1. D'accord, ça va? Forme factorisée de R2 carré moins R1 carré. Pourquoi faire ça? Pour simplifier par R2 moins R1. Je simplifie par R2 moins R1. D'accord? Donc là, qu'est-ce que l'on a au final? On obtient V'1 carré. V'1 carré égale 2GMT. D'accord? Donc 2GMT, on va obtenir ici... je vérifie ce que j'ai fait avant. Hein. Ouais, c'est bon. R2 sur R1. D'accord? Et il va me rester ici un 1 sur R2 plus R1. Alors, ouais, ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est bien. Voilà. Voilà. Terminé. D'où V'1. V'1, je prends la racine carrée de quoi? Donc racine d'arrêt de tout ce que j'ai mis ici, voilà, à droite. Tout ça c'est positif, il n'y a aucun souci. Pardon, je regarde mes calculs, je regarde même plus la caméra. Donc ça sera 2G ici MT. Et on aura du R2 divisé par R1 fois R1 plus R2, le tout sous la racine. Et j'encadre tout ça. D'accord, je vais encadrer tout ça pour un V'1. Ok, voilà. Voilà, voilà. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est comme tout à l'heure, remplacer le produit GMT. Ou encore, voilà, ou encore le fait que GMT, ça sera G0 RT carré. Donc là, voilà, je ne le marque pas forcément en rouge, mais je le note en complément. Le fait qu'on aura ici 2 G0 RT carré. Et on aura du R2 divisé par R1 fois la somme. Donc divisé par R1 fois R1 plus R2. Et là, je vais faire ma racine. Donc, simplement modifier le produit GMT par G0 RT carré. D'accord? Voilà. On peut souffler, là, c'est déjà pas mal. D'accord? Voilà. Voilà, 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 voilà. Ok. Bon. Et d'ailleurs, tout là, il n'y a pas de montrer que. Donc là, oui, c'est... Faites-moi confiance, ça c'est bien homogène, hein, d'accord? Là, on a bien du... alors, 2G. Alors, ça, c'est bien RT carré, ici. D'accord? Donc là, R carré, tac, tac, R carré, c'est, ouais. Donc là, il y a du L, d'accord, T-2, d'accord. Et là, on aura également du L qui va rester L carré T-2, d'accord. Donc ça, je vous rappelle, hein, pardon, je vais falloir peut-être le noter. Ça, c'est du L T-2, R carré, là, il va rester du L. Donc sous la racine, en fait, on a bien, bon, ça se voit pas, écran voit, pardon, c'est moi. On a bien du L carré T-2 sous la racine, donc ça fait bien du L T-1. À gauche, on a bien du LT-1, c'est bien homogène. Ça, je le vois, je le note quand même. Le R carré simplifie ici. Hein. D'accord? Donc, on a bien une équation qui est homogène. D'accord? Là, pardon, c'est écrit LT-2. Là, c'est homogène à L. Donc, on a bien L carré T-2 sous la racine, donc du LT-1. Bon. Vitesse du satellite, V'1 après allumage des fusées en P. Ok? Voilà. Bah, une fois qu'on a ça, une fois que vous avez V'1, on est sûr de son coup. Bah, on a V'2. Pourquoi? Bah, parce que V'2, c'est R1 sur A2 fois V'1. D'accord? Donc l'équation 1, voilà. On est toujours dans la question numéro... Ouais. 3, pardon. Question numéro 3, pardon. Donc là, vitesse V'2 du satellite. Donc vitesse V'2 du satellite. Voilà. Lorsqu'il atteint le point A. Lorsqu'il atteint ici, voilà, le point A,
Donc vitesse v' du satellite lorsqu'il atteint le point A. Alors ça c'est l'équation numéro 1 qui me la donne, hein, via la conservation de la norme du moment cinétique du satellite par rapport au centre de la Terre T. Donc l'équation 1, rappelez-vous, elle me dit que si je connais v'1, alors je connais v'2, puisque v'2 ça sera R1 sur R2 fois v'1. D'accord? Voilà. Donc ça sera tout simplement ici R1 sur R2 fois la racine de 2GMT, R2 divisé par R1 sur R1 plus R2, le tout sous la racine. D'accord? Alors ce qu'on peut faire, soit on laisse comme ça, soit on peut faire également rentrer le rapport R1 sur R2 sous la racine carrée. Donc on aura dans la racine carrée du R1 carré divisé par R2 carré. Donc finalement on aura bien ici directement le résultat final. Donc sous la racine, donc le 2GMT ne change pas. Par contre, on aura ici à l'intérieur, donc on aura du R2 divisé par R2 carré. Donc le R2 il va se retrouver où? Le R2 va se retrouver au dénominateur. Par contre, je ne modifie pas la somme, R1 plus R2. Par contre, le R1 carré qui rentre sous la racine, R1 carré se retrouve divisé par R1. Donc R1 passe au numérateur. Vous voyez? Terminé. Voilà la vitesse v'2 du satellite lorsqu'il va atteindre le point A. Le point A, c'est le point de raccord tangentiel entre la demi-ellipse de transfert et l'orbite circulaire haute gamma 2 de rayon R2. D'accord? Bah, plus dur effet, hein. Ah ouais, parce que là, tu vois, question 3, une fois qu'on a la vitesse v'2 lorsqu'il atteint le point A, quelle est la vitesse finale v2 nécessaire pour parcourir son orbite circulaire haute? Bah, la question numéro 3, on n'oublie pas qu'il y a une dernière vitesse à obtenir. La vitesse v2, je vérifie énoncé, ouais, vitesse finale du satellite. Voilà, du satellite sur son orbite circulaire, ici, voilà, gamma 2, haute, de rayon R2. Bon, bah c'est facile ça. Ça c'est le même raisonnement que la première question. Application du PFD dans le référentiel géocentrique. D'accord, donc là, pareil, je vous laisse montrer que, voilà, c'est facile, hein, c'est du cours, je ne vais pas le refaire. D'accord, donc là, on va projeter le PFD dans la base polaire. Et là, moi, j'admets directement le résultat. Vous vous demandez s'il faudrait le montrer, il faut le retrouver par le calcul. V2, ça sera racine. Après, là, compte tenu du problème, on l'a déjà montré dans la première question. Là, même on ne refait pas deuxième fois la démo. Là, on dit, voilà, sur une deuxième orbite circulaire de rayon R2, voilà, on généralise le résultat précédent et on le modifie comme étant racine de GMT sur R2. Voilà, et c'est une constante, et le sujet est terminé. D'accord? Alors pour être sûr, vraiment, que l'on est bon dans tous les expressions littérales, donc il n'y a aucune application numérique. Il y a une chose, il y a un indicateur quand même qui peut nous donner, nous dire si c'est bon ou pas. Bon, en fait, ce qu'il faut vérifier, c'est que ici, une fois sur son orbite circulaire haute, il ne faut pas retourner au point P. Il faut nécessairement que la vitesse V2 sur l'orbite circulaire de rayon R2 soit supérieure à V'2. Donc un bon moyen de vérifier nos résultats, c'est peut-être vérifier dans un dernier temps, ça je vous laisse le faire. Voilà. Donc c'est pas demandé, mais vérifier que effectivement la vitesse V2 est bien supérieure à V'2. D'accord, pour rester sur l'orbite circulaire haute et ne pas retomber, hein, d'accord, entre guillemets, au point P. Bon, ça se fait facilement, hein. V2 est là, V'2 est là, les racines de GMT vont simplifier, vous voyez, les R2 vont simplifier, ça se fait, hein, d'accord, et ça c'est le cas. Vous me faites confiance, ça c'est le cas, ça se fait vraiment très simplement, très rapidement. D'accord. Donc un indicateur pour voir si l'exo était quand même réussi. Donc là c'est uniquement sur des applications expression littérale, il n'y a pas d'application numérique. Donc je résume. Point méthode de cet exo. Ça c'est du cours, hein. Vitesse sur une orbite circulaire, ça c'est du cours, pas de grosses difficultés majeures. Et ça pareil, vous allez voir, on oublie assez rapidement, d'accord. Mais ça, question classique, type concours blanc, d'accord. C'est vraiment question type cours pour voir si vous maîtrisez le cours sur les forces centrales. Là où c'est plus compliqué, c'est les vitesses, vous voyez, au point P, au point A. Lorsqu'il y a des raccords tangentiels, il faut revenir à la base de ce chapitre, hein, aux conservations du moment cinétique en norme et conservation d'énergie mécanique, d'accord. Et se rappeler que si un raccord tangentiel, la vitesse est purement orthoradiale, donc selon Eθ de norme Rθ point,
D'accord. Et là, un système de 2 équations qui va vous permettre ici, voilà, d'aboutir assez rapidement. Vous voyez, à l'expression de V'1 et ensuite l'expression de V'2. D'accord. Le seul indicateur de réussite serait également un indicateur lié à l'homogénéité. D'accord. Et après, un indicateur lié au fait que la vitesse V2 doit être supérieure à V'2. D'accord. Ah ouais, quand même, 1h50, bien, on avance, on avance. Donc vous voyez cet exo, donc exo numéro 8. Je vais juste vous lancer, vraiment uniquement vous lancer sur l'exo numéro 10. Juste avec vous, regardez, satellite soumis à des frottements. Donc sans, on verra si on traitera ensemble vendredi ou je sais pas encore ce qu'on fait vendredi. Si on fait ça ou un sujet de concours ou si on commence un autre chapitre, je sais pas encore. Vous voyez, c'est toujours au même esprit. Hein. C'est un satellite de télécom en orbite autour de la Terre, donc une Terre de sphère homogène de rayons, donne le rayon, la masse, le centre haut de la Terre, bon. J'ai la constante de gravitation universelle, le satellite de masse ms, altitude h, d'accord, orbite basse. Voilà, première question. Et ça, je ne vais même pas le corriger. Établir la relation entre le module de la vitesse et h. Voilà ce qu'on a fait dans le cours. V égale, d'accord, ça c'est du cours. Donc là, le cours ici, ça, alors ça, tout ça. Question 1 et 2. Ça, c'est du cours. C'est du cours. C'est-à-dire que ça, on peut le corriger directement sur la feuille. Hein. Ça, V égale à quoi? V sera égal à racine de G. Alors, ce tout, c'est la masse de la Terre. Hein. C'est pas la masse de la satellite divisé. Donc, GMT divisé par, ici, RT plus H. D'accord? Voilà, tout simplement. Période de révolution T et H, bah là, si ça, on vous demande de retrouver la loi des périodes, la loi de période de Kepler, d'accord. Bon. Question numéro 2, bah ça c'est ce qu'on a fait dans l'énergie mécanique d'un satellite. Retrouver le théorème de Viriel, c'est exactement un des mots de cours, je vais pas la refaire, d'accord. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est question 3, 4, 5. D'accord, question 3, 4, 5, là je vais essayer de réfléchir, d'accord, pour vendredi ou même pour un travail durant les vacances. Question 3, 4, 5, là vraiment c'est un peu plus intéressant parce que là on tient compte des frottements exercés par l'atmosphère sur ce satellite, même s'il est en orbite basse, on va quantifier cette baisse d'altitude. Et là, regardez, on vous demande dimension de alpha, bon ça c'est pas très compliqué, hein. Une équation de dimension vous donne la dimension de alpha, et après appliquer le théorème de la puissance mécanique. Ah, théorème de la puissance mécanique, rappelez-vous qu'il va faire apparaître la puissance des forces non conservatives, établir l'équation différentielle vérifiée par H. Ouais. Donc là, vous voyez au cours du temps, l'altitude du satellite, elle est ici, les variations, hein, d'HD, c'est bien négatif. C'est-à-dire que l'altitude du satellite, elle diminue au cours du temps. C'est bien correct, la présence de frottement. Et là, vous voyez, on vous dit, après, il faut faire des... Ça qui est intéressant, le sujet est pas mal. On vous dit que voilà, il est placé sur une altitude initiale de 800 km, et il subit une diminution d'altitude d'environ 1 mètre par révolution. En supposant que sa vitesse en norme est très peu affectée au bout d'une révolution, en déduire une estimation au premier ordre de alpha. Donc simplement en vous donnant une perte d'altitude par révolution, on détermine une estimation de alpha, c'est pas mal. Et après on déduit la perte d'altitude au bout de 10 ans. Ouais. Et ça, faut comparer, ça c'est vraiment pas mal. Hein. Et après il faut comparer la résolution ici exacte de l'équation différentielle qui est ici. Ouais, pas mal. Le 11, bah le 11 c'est ça. Le 11 c'est question 4 et 5. Donc le 11 pour moi, allez, on stabilote. Donc le 10 il sera fait. On va essayer de faire ça vendredi, je pense, je sais pas, ouais. Et le 11, pareil, voilà. Donc 10 et 11 pour moi, ils seront faits, je pense, d'ici demain. D'accord? Voilà, 1h53, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal pour le cours ici de ce jeudi 9 matin, hein, jeudi, cours du matin. Voilà, donc là, n'hésitez pas, hein, je suis présent une fois sur Discord pour me poser ici les questions. Voilà pour moi aujourd'hui. A tout de suite, au revoir.